Donc notre sujet aujourd'hui est vaste et ne prétend pas apporter toutes les réponses à l'assistance. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes sur cette table ronde et on en est très content, mais nous allons avancer pas à pas. Et avec mes invités, on va tenter de débroussailler le terrain sur le livre audio, le lien entre livre audio et les intelligences artificielles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie? Quels sont les atouts et les dangers? Quelle est la position des professionnels face au raz-de-marée que provoque l'IA dans tous les domaines, à la fois dans les professions et puis dans notre quotidien? Donc, pour en parler, je reçois trois invités de marque. Ils ont tous un profil très différent et je pense que ça va être assez intéressant au niveau de nos échanges. Donc, Étienne Mineur, qui est juste là à ma droite, qui est cofondateur de Volumi, qui fait également plein d'autres choses. Stéphane Kahl, qui est juste à ma gauche, qui est producteur, auteur, comédien, voix off, et vous êtes de l'association Les Voix, et on va en parler beaucoup, notamment au niveau des auteurs et des intelligences artificielles, et Michel Mouguet, qui est consultant en innovation, et vous étiez chez Salto il y a encore peu de temps. Quelques jours. Mais avant de commencer, je voudrais lancer dans la salle un petit test, une petite séance de devinette. On va vous faire écouter 4 voix et je vais vous demander si vous pensez que c'est une voix humaine, vous levez la main, et si vous pensez que c'est une intelligence artificielle qui parle, vous fermez le poing. Ça marche? C'est très rapide, vous allez voir, on va faire l'essai. Donc je vais demander à Elsa de lancer la première voix. Nous avons ramassé notre radeau, l'avons placé le long de la rive et nous étions prêts à partir. Dès que nous avons atteint notre premier rapide, j'ai souri d'une oreille à l'autre. Je savais que j'allais me souvenir de ce jour pour toujours. Donc j'ai une main levée, tout le reste c'est des points, si je ne me trompe pas. D'accord. On donnera les réponses à la fin de l'essai. Deuxième voix. Lorsque j'ai fait une randonnée jusqu'au sommet de la plus haute montagne, je ne m'étais jamais sentie aussi en phase avec la nature. Avec le vent qui sifflait dans mes cheveux et les vues magnifiques en contrebas, j'avais l'impression d'être au paradis. Allez-y, votez. Ok, j'ai beaucoup plus de mains levées. À peu près 50-50. Ok. Troisième voix. Lorsque j'ai fait une randonnée jusqu'au sommet de la plus haute montagne, je ne m'étais jamais senti aussi en phase avec la nature. Avec le vent qui sifflait dans mes cheveux et les vues magnifiques en contrebas, j'avais l'impression d'être au paradis. Ouais. Plus de points fermés que de mains levées. On est à 80% de points fermés, d'accord? Et enfin, la dernière voix. Nous avons ramassé notre radeau, l'avons placé le long de la rive et nous étions prêts à partir. Dès que nous avons atteint notre premier rapide, j'ai souri d'une oreille à l'autre. Je savais que j'allais me souvenir de ce jour pour toujours. Alors, on est à 50-50 à peu près, ça. Alors la réponse est simple, ce ne sont que des intelligences artificielles, des voix artificielles. Voilà. Donc le sujet est posé et on va l'entamer par une première question pour faire un petit tour de table. On va commencer par vous, Stéphane. À date, où en sommes-nous en ce qui concerne les intelligences artificielles et notamment en ce qui concerne les voix et la littérature? Alors, déjà, je trouve ça intéressant le petit test que vous venez de faire, puisque tout le monde s'est trompé. Ça veut dire que ça fonctionne. Non, pardon. Une personne ne s'est pas trompée. Ce qui veut dire que ça fonctionne. Mal encore, mais ça fonctionne et ça ne va faire que s'améliorer. Ça, je pense qu'on en parlera. À date, ça dépend de quel pays on parle. Si on parle de la France, pour l'instant, des annonces ont été faites par des agences, des studios intégrés, pour lancer leurs propres IA, donc leurs logiciels qui vont permettre de faire des voix synthétiques
avec une volonté de pénétrer différents marchés, la publicité, le livre audio, le e-learning, le documentaire, enfin tout ce qui peut se faire en termes d'audio. Pour l'instant, tout ce que moi j'ai pu entendre n'est pas très concluant, mais il y a une volonté très claire de la part des agences de communication notamment, d'aller utiliser ces formats pour supprimer le coût des artistes interprètes. Ça a été annoncé comme ça. Il s'avère que, je vais juste finir ma présentation, je suis comédien, je fais des voix enregistrées depuis 30 ans, j'ai créé la voix d'Arte bien avant que vous entendiez la voix de Sylvie Caspar. J'ai créé une association qui s'appelle lesvoix.fr, qui est l'association nationale des voix enregistrées, et j'ai une certaine expertise des problématiques sociales parce que j'ai été représentant des intermittents à l'Assemblée nationale et au Sénat durant le conflit des intermittents. Et là, récemment, nous venons de créer une association mondiale qui regroupe 30 associations de voix enregistrées sur 12 pays. On est à peu près entre 25 000 et 30 000 comédiens. Il y a aussi les États-Unis et l'Angleterre, c'est pour ça que je parle de ça, et le Japon bientôt. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en Angleterre et aux États-Unis, la voix synthétique est déjà utilisée. Et ça commence à poser de sérieux problèmes, dont on parlera plus tard, qui sont des problèmes de droit, des problèmes de traçabilité, des problèmes de données biométriques. Donc, je termine là. Aujourd'hui, on nous annonce la voix synthétique. Les agences, certains producteurs sont, semble-t-il, très intéressés. Les professionnels du secteur se sont emparés du sujet. Moi, je représente l'association des voix, mais je suis en charge de mettre en mouvement ce sujet avec les sociétés de répartition, Adamis, Pépidam, SACEM, SACD, mais aussi avec le syndicat français des artistes et la CFDT, on est en train de se parler. Nous allons publier une lettre ouverte bientôt. Et je pense que ce sujet va venir très concrètement dans nos oreilles d'ici 4 à 6 mois. Voilà. Ok. Étienne. Alors, je parle Pour Ada, on est où? Vous m'entendez ça y est, je fais du verre. Bon, c'est pas grave, je peux passer en même constat. Alors moi, je suis designer graphique, donc je travaille, vous allez voir ce que je fais avec le son, mais j'ai la même constat que ça, mais dans tous les domaines actuellement, un croquis par exemple, enfin je ne l'ai pas là, mais en gros, tous les domaines artistiques et intellectuels, ou presque, on est dépassé. C'est simple, en calcul, en traduction, en écriture, en images, maintenant la vidéo, l'animation est en ce moment en pleine ébullition. Voilà. Quand je dis dépassé, c'est-à-dire que pour une oreille ou un regard non averti, si ça passe vite, on ne fait pas la différence. Alors il y a plein de cas, mais de toute façon, ça évolue. Moi, le premier, il y a 1 an, je rigolais sur les doigts, il y a 5 doigts, il y a 6 doigts, c'est fini. Ils ont résolu le problème. Là, je rigole sur les typos, moi je suis typographe, dans 6 mois, ça sera résolu. Voilà. Donc, en gros, on est dans une avancée exponentielle. C'est vraiment, à un moment donné, c'est 2012, l'année où tout d'un coup, les intelligences artificielles, ce qu'on appelle le machine learning et deep learning, a commencé à marcher. D'accord? C'est pour la reconnaissance faciale et la reconnaissance d'écriture. Tout d'un coup, ça a marché, mais d'un coup. Voilà, parce qu'il y a une corrélation entre la puissance des ordinateurs et le nombre d'informations qu'on a pu avoir, qui ont été collectées sur les réseaux sociaux. Tout d'un coup, la corrélation de masse de données, de puissance de calcul, ont permis à certains types d'algorithmes, parce que dans les intelligences artificielles, on va aller dans les détails, mais il y a des milliards de types d'algorithmes différents, tout d'un coup, le machine learning, le deep learning, les réseaux de neurones ont marché. Voilà, alors que ça fait 60 ans que ça existe. Tout d'un coup, ça a marché. Et au début, on a eu, je vais aller vite là-dessus, on a eu beaucoup de systèmes de reconnaissance faciale, d'écriture et de son, reconnaissance de voix, Shazam et des choses comme ça. Et il y a 4-5 ans, tout d'un coup, on rentre dans les IA, dans les intelligences artificielles génératives. C'est-à-dire tout d'un coup, elles ne font pas que détecter, elles génèrent du son, des images, du texte, tout ce que vous voulez, du code informatique. En ce moment, le code informatique, il y a une énorme avancée là-dedans. En chimie, c'est une révolution. Je ne suis pas du tout chimiste, mais j'ai un ami en chimie qui m'a dit mais c'est extraordinaire. Et en médecine aussi en ce moment. Donc il y a des côtés qui peuvent être très très dangereux, et d'autres côtés, au contraire, quand c'est en médecine, on peut être que content. Et là, ce qui se passe, c'est ça, c'est maintenant, alors moi je me positionne plutôt en designer, je suis enseignant avec les étudiants, mais c'est exactement la même chose qu'avec le son, la voix, le comédien, c'est comment se positionne un designer, un illustrateur, ou un comédien, un artiste. Enfin, moi j'aime pas artiste, moi dans mon domaine, designer, en tout cas.
quelle manière on se positionne face à des machines qui, pour certaines tâches, sont plus rapides et donc pas chères. Voilà. Juste pour finir, moi, il y a 1 an et demi, c'est là où j'ai eu un petit déclic dans ma tête. Je montrais un peu ce qui se passait, un peu les illustrations avec des étudiants en art, en illustration à Genève. Et il y a donc je montrais, c'était le début, hein, il y a 1 an et demi, c'était encore un peu balbutiant ces images. Il y a un étudiant qui vient me voir, alors c'est simple, il a tout résumé. La machine va plus vite que moi, connaît 1000 fois plus de références que moi, dessine mieux que moi et gratuite. Je fais quoi? Voilà. Donc c'était ça sa position. Donc heureusement, on pourra en parler après, il y a des choses très positives, mais ça veut dire qu'actuellement, il y a certaines professions qui vont être obligées de, alors, soit au niveau légal, soit au niveau légal, juridique, éthique, et aussi de quelle manière on se positionne dorénavant. Est-ce que ça sert toujours que je suis super fort pour dessiner un petit lapin, alors qu'une IA le dessine plus vite que moi. Voilà. Donc c'est ça les grandes positions actuellement, c'est comment l'être humain va se positionner face à ça. Voilà. Donc comment faire, et il y a plein de pistes qui sont intéressantes, et d'autres qui peuvent faire, peuvent être très, très inquiétantes. Voilà. Michel? Moi je ne vais pas allonger le débat tout de suite sur ce sujet, mais moi, de mon expérience, pourquoi on en est venu à réfléchir à l'IA, c'était principalement, je travaillais chez M6, j'étais patron de l'autopromo, et j'étais dans la position inverse, c'est-à-dire dans le gain de productivité. Et on se posait la question de savoir comment retrouver la possibilité d'avoir une speakerine. Et le coût d'une speakerine, d'un speaker, puisque on pouvait avoir c'est extrêmement élevé. Pourquoi? Parce que maintenir un comédien 24 heures sur 24 sur une antenne pour des interventions qui vont durer 20 secondes à peu près, toutes les heures, c'est extrêmement coûteux. Et donc on avait commencé à réfléchir à ça. Mais ça m'a permis aussi de réfléchir à quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est la sensibilité, en tout cas de la marque, et de la capacité à ce qu'une intelligence artificielle, et vous voyez bien quand vous faites ChatGPT, ça ne parle pas très bien, la sémantique, elle n'est pas extraordinaire. C'est plutôt quelque chose qui est assez formel en fait. Hein. Or, une marque, par définition, c'est un ton de voix. Et quand tu cites, c'est là l'exemple de la voix d'Arte, c'est un exemple assez caractérisant, hein, c'est-à-dire c'est ce qui incarne la marque. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne l'a pas trouvé encore, ça. Et l'état dans lequel on est, c'est une performance technologique, un côté extrêmement waouh, hein. On est dans une phase où tout le monde s'amuse un peu. D'ailleurs, on a beaucoup discuté avec Étienne, parce que comme Étienne est spécialiste de Midjourney, je suis allé m'entraîner sur Midjourney, et j'ai eu ce côté waouh. Évidemment, c'est très spectaculaire, donc on est dans une phase très spectaculaire, et il y a toute une analyse à avoir en fait, par rapport à ce côté spectaculaire, c'est-à-dire le côté illusionniste finalement de ces machines pour l'instant, avec d'évidentes possibilités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fermer les portes, c'est-à-dire on se fait très très plaisir actuellement, c'est très marrant, mais il y a énormément de possibilités, et il y a énormément d'idées à avoir, et vous allez voir que, en tout cas c'est le débat je pense qu'on va avoir, c'est que dans cet univers-là, la place de l'artistique, de la direction artistique en particulier, ou du moins de la capacité à analyser, à faire de la curation par rapport à ces intelligences artificielles va devenir un enjeu majeur. Et donc en fait, quelque part, la valeur ajoutée va être persistante. Même si vous remplacez finalement une voix pour des raisons XY, parce que finalement, vous allez trouver un graphiste qui vaut 200 balles ou un graphiste qui vaut 500 balles, il n'y a pas la même valeur ajoutée, donc d'une certaine manière, le problème va se poser de la même manière. Il va y avoir la volonté d'avoir une capacité à analyser ce que l'intelligence artificielle est capable de faire et à trouver des solutions pour que finalement ça apporte une vraie valeur. C'est pour ça que pour l'instant on en est à une étape où c'est funky, hein. Enfin, honnêtement, testez si vous n'avez pas eu l'occasion d'une journée, parce que c'est vraiment spectaculaire, plus que sur les voix. Parce que les voix, moi je trouve qu'il y a un côté synthétique encore qui est assez insupportable. Mid-journée, c'est vraiment impressionnant, parce que vous lui demandez de raconter un truc et il vous fait une image en 60 secondes. C'est hyper impressionnant. Mais très vite, vous allez en voir les limites. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que évidemment, on est encore face à des publics avertis, évidemment, on est avec des gens qui sont hypersensibles, et donc tout l'enjeu, on va le voir, hein, tout l'enjeu il va être dans la capacité à éduquer. On va revenir au débat de ce matin sur la qualité du son. Pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire la capacité à éduquer et à faire en sorte que les gens soient capables de faire la distinction. Tout ce matin, le débat était identique, là, finalement. La qualité du son, elle vient de la capacité à éduquer. Le danger de l'intelligence artificielle, il va venir de la capacité à éduquer. Alors on va avancer justement là-dessus, on va rentrer encore une fois un peu plus en concret avec Étienne.
Donc vous, Étienne, vous travaillez sur plusieurs, on va dire des intelligences artificielles. Là, actuellement, à Orange, dans le théâtre antique d'Orange, il y a un spectacle qui s'appelle l'Odyssée sonore, que j'ai eu le plaisir de voir en avant-première, où c'est vous qui avez travaillé sur tout ce qui est images, et toutes les images sont issues d'outils d'intelligence artificielle. Et là, on va montrer un petit exemple de ce sur quoi vous travaillez, et vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. D'accord? On va... Oui. D'accord. Ah oui, alors juste comme ça, c'est différent. Là, ce que je vous montre, c'est un prototype qui va sûrement sortir un jour, enfin qui va sortir, mais qui utilise des intelligences artificielles. En fait, on utilise Siri. Donc, c'est des intelligences artificielles qui ne sont pas génératives, mais au contraire qui servent à détecter la voix. Donc, je vous laisse. C'est une petite démo que j'ai fait sur mon bureau. On va regarder, puis après, on rentre plus dans le détail. Une nouvelle application sur laquelle nous travaillons depuis un petit moment. Donc, c'est une application qui concerne les enfants pour les aider à lire. Donc, c'est pour ceux qui apprennent à lire, et particulièrement les enfants dyslexiques, pour essayer de travailler sur une nouvelle approche de la lecture. Donc, cette fois-ci, c'est une approche de la lecture un peu ludique. Donc, l'enfant va devoir lire à haute voix le texte, et suivant s'il prononce bien les mots, les différents mots par exemple, qui sont soulignés, l'animation et les illustrations vont se compléter. Petit à petit, il va avancer dans une histoire interactive qui est à des choix multiples. Donc là, je vais passer en mode écoute. J'enlève le silencieux. Donc là, le micro nous écoute. Et là, je vais commencer à parler. C'est derrière un buisson. Donc le mot buisson a été reconnu, donc il s'affiche, que nous rencontrons le héros de notre histoire, le prince Carotte. Et Carotte apparaît. Donc là, maintenant, je peux dire suite. Pour être plus précis, c'est derrière un buisson taillé en forme de cygne, dans la cour du château du roi rouge. La cour du château vient d'apparaître. Suite. Depuis sa cachette, il observe les chevaliers qui s'entraînent, les belles épées et les lourds boucliers brillent au soleil. Suite. Carotte se cache car il a peur. Depuis son buisson, il peut regarder. Donc là, on pose des questions, d'où les choix multiples. Donc, par exemple, je vais aller voir les carènes. Voilà, on peut arrêter là. Oui, Vous on peut arrêter là. avec le principe. C'est bon, au point de vue. Voilà. Donc, vous voyez le principe, c'est. Alors, la petite histoire, j'ai un fils aîné, on en parlait tout à l'heure, qui est très dyslexique, et je l'ai vu depuis 10-15 ans, donc il a 20 ans maintenant, continue ses études, alors qu'on nous l'avait dit qu'en 3e c'était fini. Grâce au système de reconnaissance d'écriture, il arrive à faire des études à peu près normales. Voilà. Et je l'ai vu utiliser ça depuis l'âge de 8-10 ans, il utilise ça régulièrement, puis je me suis dit, tiens, ça serait intéressant pour l'apprentissage de la lecture, ou la lecture à haute voix, parce que j'étais un peu dépité, vous savez, Siri ou les trucs Alexa, j'ai vu les statistiques, 90% c'est pour dire tu me rappelles dans 5 minutes l'heure des pâtes ou fais-moi un rappel. Il y a une technologie incroyable quand même de reconnaissance de son qui sert juste pour savoir si les pâtes c'est 5 minutes ou 7 minutes. Vous voyez, c'est un peu ridicule. Donc je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de l'appliquer sur quelque chose que je connais bien, la dyslexie, ça peut être sur complètement autre chose. Donc voilà, donc l'idée c'est d'utiliser l'intelligence artificielle de reconnaissance d'une manière un peu plus créative, intéressante, voilà, et là je suis assez fier de vous le présenter parce que ça marche très bien. Quand je dis ça marche très bien, c'est avec les enfants, dyslexiques ou pas, c'est pas le problème d'ailleurs, ça marche très bien parce que ça rend ludique la lecture, plus c'est la lecture multiple, et en fait le fait de dire un petit chaperon rouge ou un poisson, hop, il apparaît, il y a un côté, en fait, mémotechnique, et en plus ils ne sont pas en train de s'apercevoir qu'ils font de la lecture, ils ne travaillent pas, ils jouent. Voilà. Pour eux c'est un jeu vidéo. Donc là tout d'un coup, et après on a travaillé avec un auteur, Anthony Journaux, qui connaît bien les jeux vidéo, c'est un narrative designer, c'est spécialiste des narrations en jeux vidéo, qui a bien compris le principe. Et après, à chaque fois, là c'est Guillaume Mythe, mais on a 4 petites aventures, à chaque fois on demande à un illustrateur différent de travailler sur l'histoire. Voilà. Donc, il y a des histoires pour. Là, celle-là, c'est plutôt pour CE1. Il y a un pour CE2 où il y a une vraie enquête policière, c'est-à-dire qu'à la fin on demande qui est le coupable. Donc il y a des indices dans l'image et dans le texte. Donc il faut bien qu'il y ait une compréhension du texte. Et celui qui est en CP, c'est juste sujet, verbe, complément, c'est une petite fille qui se promène sur la plage, il lui arrive plein d'aventures. Voilà. Donc ça, c'est un usage de l'intelligence artificielle, pas générative, mais au contraire, qui est de détection. Un autre projet là qui est sorti, je vous conseille de le regarder, ça s'appelle Iron Castle. Donc Iron Castle, c'est un groupe, c'est Audible, c'est exactement Audible. Donc on a fait l'idée, plus toute la production, enfin toute la partie technique et ergonomique, et il y a un producteur qui s'appelle, en fait c'est le groupe Asmodée derrière.
gros groupe de jeux de société. C'est des livres dont on est le héros, mais que en audio. Donc là, vous êtes vraiment avec un casque, donc il y a un super enregistrement avec des vrais comédiens. On commence à raconter l'histoire, et à un moment donné, le comédien s'arrête et vous dit, ben, vous propose un choix. Et vous ne pouvez interagir qu'avec la voix. Donc je dis, je passe à gauche, à droite, un truc tout simple. Et en fait, les auteurs se sont bien amusés parce qu'il y a des... Vous ne le savez pas, mais suivant on va dire expliquer simplement, suivant vos actions, vous êtes plus ou moins fatigué, mais il n'y a pas de point, on ne vous dit rien. C'est à vous de comprendre que vous êtes fatigué, essoufflé, ou au contraire stressé, et l'histoire va changer par rapport à ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment en niveau immersion, pour tout vous dire, ça marche mieux que la réalité, en tout cas pour moi, puisqu'en gros, les gens ferment les yeux la plupart du temps, là c'est gagné. Alors ils voulaient que ça soit fait en voiture, vous savez, les gens écoutent beaucoup visiblement les choses en voiture. Je dis, alors pour moi, non, parce que, enfin, je ne sais pas vous, moi je ne peux pas écouter des choses audio en faisant autre chose. Voilà. Les podcasts, oui, sans problème, émissions de radio, par contre, quand c'est un livre, grâce à mon fils, j'écoute beaucoup d'audiovisuel, ben là, moi, je suis obligé de me concentrer sur la lecture. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière de produire du texte, et là, c'est des histoires originales. À chaque fois, on demande à des auteurs, et justement, de travailler sur le son, justement. Et là, le seul regret que j'ai, c'est qu'on n'a pas pu rajouter de design sonore. C'est le problème économique. Tout d'un coup, moi, j'aurais bien aimé que quand on dise, bah, ouvre la porte, on n'a pas besoin de dire, et il ouvre la porte, on entend juste, comme ça. Mais le problème, c'est que c'est une histoire de 6-7 heures, et faire du design sonore sur 6-7 heures, on arrive à des budgets de cinéma. Donc, au niveau son, je parle. Donc voilà, ça c'est un exemple sur lequel je travaille beaucoup actuellement. Le projet de Orange, là c'est différent. C'est avec une société qui est à Strasbourg, qui s'appelle Inky, où là c'est la génération d'images. Et par contre, toute l'animation, toute la mise en scène, tout c'est fait par des humains. D'ailleurs, j'ai jamais autant de travail. Le résultat de ça, c'est que personnellement, j'ai jamais autant travaillé de ma vie, alors que les IA devaient être là pour m'aider, mais en fait, c'est faux, ne croyez pas. C'est qu'elle m'a permis d'aller dans des directions très diverses, de faire plein de thèses, ce qu'on appelle des moodboards, des planches de style au départ, dans quelle direction graphique on a allé, de ne pas se fermer les portes pour dire ça c'est trop cher, ça va être compliqué. J'ai fait des choses qui simulaient la 3D, des statues grecques qui commencent à prendre vie. Si on avait dû le faire d'une manière classique, ça aurait coûté une fortune. C'était pas possible et je me serais auto-censuré. Là, je me suis dit, bah, tiens, j'ai demandé à Yann de me faire une statue grecque, qui en plus, je sais pas quoi, en animaire, chauve, ou au contraire, les cheveux poussent. Alors animé, c'est fait à la main. Alors animé, c'est à la main, hein, pour l'instant. Voilà. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que pour un budget fixe, ce qu'on a un budget fixe, on a pu aller dans des directions graphiques dans lesquelles on n'aurait pas pu aller. Voilà. C'est-à-dire que ça nous a ouvert des portes plus que fermées. Voilà. Par contre, en vrai, à la fin, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de clics et d'heures de non-sommeil dessus, puisqu'on est parti dans une direction qui nous a beaucoup amusé tous, sauf qu'en fait, après, il faut vraiment le faire. Voilà. Donc là, les IA niveau image, moi, me servent plutôt en amont pour ouvrir des pistes, pas s'enfermer et justement pas dire s'auto-censurer. Moi, j'ai un peu d'expérience maintenant, très vite, quand on me demande de faire une chose, je dis ouais, on peut faire ça, très vite. Puis des fois, vous censurez des choses mécaniquement, parce que soit c'est trop cher, soit c'est compliqué, soit ça ne va pas plaire. Là, dire ouais, si j'ai envie de faire des dieux en forme de choucroute, pourquoi pas. Et puis j'essaye, puis tout d'un coup, complètement par hasard, ça s'appelle un accident heureux, on va dire. Tout d'un coup, on a dans cette choucroute, je dis n'importe quoi, choucroute, mais j'ai fait des polices de caractère, des typos en chantilly, honnêtement, c'est n'importe quoi. En fait, il y en a 2-3 qui sont étonnantes, et que graphiquement, la forme est étonnante, et je suis même en train d'essayer d'en faire une sculpture maintenant, parce que tout d'un coup, j'ai trouvé, en tout cas, l'IA a proposé quelque chose, et moi, mon œil a trouvé quelque chose d'intéressant. D'accord, c'est quelque chose de très important. L'IA ne fait que proposer, elle n'a pas de sens commun, elle ne sait pas ce qu'elle fait, que ce soit pour la voix, le texte et tout. Elle rebalance des choses statistiquement plausibles. Elle simule un peu ce qui pourrait nous plaire. Et après, il y a un directeur artistique, un curateur, vous l'appelez comme vous voulez, un directeur de comédien, qui va dire là, c'est intéressant, puis à partir de là, on retravaille. Moi, je vois avec mes étudiants, je donne souvent des workshops avec les étudiants, après, ils vont décider de faire soit en photo, soit au crayon, soit à la peinture à l'huile, soit continuer avec des IA, pourquoi pas, mais en fait, assez peu. Là, je sors d'un travail, sur 10, il n'y en a que 2 qui ont continué jusqu'à la fin avec des IA, parce que la plupart du temps, les autres disaient, moi, je sais dessiner, elle m'a proposé une forme intéressante, je vais la décliner à la main, et comme ça, je contrôlerai tout jusqu'à la fin sans problème. Et je garderai mon style. Voilà. Par contre, la première proposition graphique a été faite par une IA. Voilà. C'est une approche un peu curieuse, parce que là, je finis là-dessus. D'habitude, l'informatique, le numérique arrive à la fin, en tant que graphiste, hein, mais pareil, hein, donc ingénieur du son et tout. Là, ça arrive en amont. C'est avant. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui me perturbe. D'habitude, moi, quand je me mets sur mon ordinateur, c'est que tout est clair dans ma tête, j'ai mes petits croquis, tout est fait, je passe en production. Là, ces intelligences artificielles arrivent en amont, c'est plutôt la phase créative et intellectuelle qui va m'aider. Et puis après, voilà, ça va me faire mon travail. Voilà la manière dont je travaille.
Donc là, on voit le côté un peu magique, idyllique, ange, et le côté démon, Michel. Surtout. C'est Je sais pas pourquoi c'est moi le bad boy. On va monter, hein, on progresse sur le côté démon, hein, on va arriver ensuite sur les fans. Mais avec votre œil 360, qu'est-ce que... Ouais. Le côté, on le voit, enfin, de toute façon, la panique qu'on a tous, elle est 2024, les élections aux États-Unis. La capacité à avoir des fake news, des deepfakes, tout ce que vous voulez, tout ce détournement en fait, de la technologie. Et je reviens toujours sur ce sujet d'éducation, c'est-à-dire que sur cette notion même de qualité, c'est-à-dire on voit les exercices qui ont été faits avec les voix des candidats, avec Biden et Trump sur Twitch et des choses comme ça, où ils ont fait des détournements extrêmement forts. C'est sûr que le jugement et la capacité à juger de la qualité ou pas du produit, c'est extrêmement complexe. Et on va se faire avoir. Forcément, parmi nous, à moins qu'on soit tous des génies, enfin, il y a une bonne assemblée là, le niveau est élevé, mais je suis sûr qu'on va se faire avoir et qu'on va se faire tromper. Donc on va tomber dans ce piège-là. Donc c'est évidemment ce danger-là. On va s'éduquer aussi à avoir cette capacité à analyser les choses et à faire en sorte que, à un moment donné, on va voir des choses qui sont un peu bizarres. Il y a des choses qui... Alors, on parlait des 6 doigts, là maintenant c'est plus le cas, mais par exemple, il y a des répétitions de style, il y a des choses comme ça qui apparaissent, notamment sur Midjourney. Je prenais un exemple, quand vous tapez alpiniste, en gros, il fait toujours à peu près la même montagne, à peu près le même alpiniste, de la même manière, toujours à positionner de la même manière. Mais il y a eu, Étienne nous disait, il y avait beaucoup de Chinois aussi, beaucoup d'Asiatiques. Et donc on voit des choses qui sont parfois incohérentes. Alors, dans un public éduqué, c'est pas très grave. Dans un public qui est moins éduqué, c'est extrêmement grave. Et c'est ce qui va être compliqué. Il va falloir que les médias, tout l'écosystème en tout cas qui est capable d'analyser et qui est en tout cas capable de dénoncer ça, s'attelle à faire en sorte que y fasse attention. Mais je prenais un exemple, vous avez un très bon podcast qui s'appelle Charlatan. Charlatan, qui est un podcast d'affaires sensibles, et ils ont essayé de refaire le général de Gaulle. Vous savez que donc, le fameux discours de l'appel du 18 juin n'a jamais existé en enregistrement, donc il a été refait. Mais là, l'objectif, c'était, ils veulent sortir de l'impasse politique dans laquelle la République est, et donc ils essaient de recréer artificiellement le général de Gaulle. C'est un excellent podcast, parce que ça montre bien la limite de l'exercice, c'est-à-dire de cette capacité à recréer des faux discours et à essayer de faire en sorte qu'on retrouve les mêmes éléments de langage. Et ils essayent de déterminer, notamment avec l'intelligence artificielle, quel est le candidat le plus idéal qui retrouve les mêmes valeurs. Et en fait, on voit quand même qu'il manque quelque chose, qu'il manque l'âme du général de Gaulle dans toute cette histoire. Et c'est assez marrant d'ailleurs de bien comprendre, et je pense que on le verra d'ailleurs dans l'extrémisme des discours finalement. Et donc dans cette espèce de manque de subtilité, souvent on va tomber dans la caricature. Parce que les IA vont répondre par la caricature, finalement, d'une certaine manière, à tous ces sujets-là. Et ce manque de subtilité va être, à mon avis, un élément déterminant. Ok, donc là, on rentre un petit peu plus dans le côté problématique de ces IA avec Stéphane, et notamment le manifeste qui est en cours de rédaction, qui est quasiment finalisé. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse assez rapide, même si le sujet est super vaste, mais de tout ce qui est en train de se passer au niveau auteur, comédien, narrateur et ce qui arrive sur l'Europe, quoi. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la constitution d'une association européenne. Donc on est 13 pays. Chaque pays fait des lettres ouvertes et a des interactions avec les institutions nationales, ministère de la Culture, ministère des Affaires sociales, ministère du Travail, ministère de l'Industrie. Et le regroupement européen va sortir un manifesto, là on est en finalisation de rédaction, ça devrait arriver demain ou après-demain, qui en gros reprend différents points, à savoir la question du droit voisin des droits d'auteur, la question de la traçabilité, parce que nous on veut ce qu'on appelle un watermark, c'est-à-dire on veut un watermark audible, c'est-à-dire qu'en fait, si vous entendez demain une IA, on veut un tag sonore qui dit en gros ceci est une voix artificielle, comme pour l'image. Je prends l'exemple des Allemands par exemple, alors ils ont carrément fait un manifeste en Allemagne, et les Allemands sont très organisés, avec
les auteurs du livre, les graphistes, le cinéma, la télévision, qui sont très très avancés. Donc voilà nos revendications. On a aussi la demande de l'application du RGPD au niveau européen, donc la régulation des données. Il faut savoir que la voix est une donnée biométrique. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec la voix. Et ce manifesto va être signé, envoyé au Parlement européen, parce qu'en janvier 2024 va se signer l'IA Act, sous la tutelle de Thierry Breton, commissaire européen à l'industrie. Donc l'IA Act, comme son nom l'indique, va déterminer les grandes lignes du cadre général de l'IA au niveau européen. Parce que se pose aussi une question dont on n'a pas encore parlé, qui est une question de souveraineté, sachant que les grosses entreprises détentrices de l'IA, et peut-être qu'il faudrait qu'on rentre dans le vif du sujet, comment font-ils pour avoir toutes ces données, parce qu'ils les volent, il faut le savoir quand même. Toutes ces grandes entreprises sont essentiellement américaines, chinoises et russes. Donc se pose aussi cette question de la souveraineté française et européenne. Ça, c'est au niveau européen. Au niveau français, on va sortir une lettre ouverte dans les jours qui viennent, en demandant aussi que l'État investisse le champ de la traçabilité. Alors, juste pour préciser une chose, nous, on n'est pas contre l'IA. De toute façon, c'est un peu David contre Goliath, c'est-à-dire que l'IA est là, David Vincent les a vus, il les a entendus, et l'IA avance. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est qu'on ait une traçabilité, qu'on sache qu'il n'y ait pas de mensonge sur la donne. Quand vous achetez un téléphone portable, vous savez qu'il est fabriqué en Chine. Les voix que vous avez entendues, si des voix artificielles arrivent, on veut que ça soit su, pour que le public ait la liberté aussi de les utiliser ou non. Et c'est là, on va peut-être rentrer tout à l'heure dans le sujet qui nous rassemble ici, à savoir le livre audio. Est-ce qu'on veut entendre des œuvres de l'esprit par des machines? Moi, personnellement, je vous dis clairement, non. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'a pas de sens. Je reste... j'ai grandi à Strasbourg, j'ai fait mon bac ici, j'ai fait un peu de théologie, et le premier truc que j'ai appris, c'est que l'homme s'est constitué par la parole. La part d'humanité, c'est notre parole. Ce qui fait humain, ce qui fait homme, c'est la parole. Que vaut une parole de machine? Pour une œuvre de l'esprit, pour une œuvre artistique, je ne vois absolument pas l'intérêt. Je ne comprends pas. Je comprends tout à fait les problématiques économiques. Je peux tout à fait comprendre que des éditeurs ou des producteurs se disent « Tiens, c'est intéressant pour mon business plan parce que du coup, je vais marger davantage et mon coût social sur les artistes va baisser. » Mais de quoi parle-t-on? Est-ce que on a envie que nos enfants entendent des œuvres alors c'est pas tout l'exemple que tu nous as mais d'IA générative, bien sûr, d'IA générative, pensée, écrite, dite par des machines? Non, ça c'est non. Ok. Dans vos demandes, est-ce qu'il y a, je voudrais quand même qu'on, dans ce fameux manifeste, ce qui va être porté à l'Europe, est-ce qu'il y a aussi une question sur les droits d'auteur? Donc vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Là aussi, si vous voulez, alors, il y a la France, le droit d'auteur français, et il y a le copyright. C'est très différent. Donc, entre les différentes associations, on n'a pas forcément tous les mêmes enjeux. Par contre, on a tous la même problématique. C'est-à-dire que, là, je parle vraiment je vais parler moins de l'auteur que de l'interprète. Parce que je m'exprime au nom des comédiens. Il y a deux choses. Quand on parle de voix synthétique, il faut bien comprendre que la création de ce que vous avez entendu, c'est à la base un pompage de voix humaine. Ce n'est pas une machine qui sort de voix qui n'existe pas. Ce sont des voix humaines qui sont amenées dans un algorithme qui est remixé et on prend plein d'éléments pour ressortir une voix. En fonction des curseurs, on a plein de voix différentes. Okay. On a constaté depuis quelques mois un vol de voix au niveau européen et mondial. Comment ça se passe? Vous avez des laboratoires d'expérimentation qui en fait font enregistrer des comédiens avec des contrats qui ne sont pas les bons et ils pompent leur voix sans rémunération et sans fléchage du contrat. Déjà ça c'est un problème. C'est pour ça qu'on a lancé une alerte les voix
sur Twitter, qui a été vu par 400 000 personnes, et depuis ça bouge. Là, il y a eu dans l'opinion, dans le Figaro, ça commence à bouger. La CNIL s'est emparée du sujet hier. Elle lance un appel clair en disant on va appliquer le RGPD sur les IA génératives. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire appliquer le RGPD sur les IA génératives? Ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas, ça va se faire. Et nous, ce qu'on dit, c'est que, si tu prends ma voix, moi, si on prend ma voix, je veux le savoir. Je veux pouvoir dire non ou oui. Et si on en fait quelque chose, je veux savoir où, pour combien de temps et pour quelle rémunération. Ça s'appelle le droit voisin du droit d'auteur, qui est tributaire du code de la propriété intellectuelle en France. Bon, dans plein de pays européens, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est un peu différent, il y a le copyright, on paye. Mais finalement, c'est un peu le même fonctionnement. Quand bien même, j'accepterais de le faire. En gros, si vous voulez, je suis une voix de différentes marques. La marque me dit, bon Stéphane, on ne va pas te faire venir chaque semaine, on va prendre ta voix, on va payer en forfait, blablabla. Ok. J'aurais peut-être pas le choix, je serais obligé d'accepter. Mais moi, ce que je veux, c'est que cet usage de ma voix qui va être mixé ne soit pas revendu à un tiers pour disparaître ailleurs. Parce que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui risque de se passer. Ça, c'est le RGPD. Et ce qu'on veut aussi, c'est que tout l'écosystème, et ça, on va entendre du livre audio, tout l'écosystème de l'enregistrement survive d'une certaine manière. Derrière un comédien qui travaille, il y a un producteur, il y a un ingé son, il y a une direction artistique. Derrière un salaire, il y a des cotisations salariales, il y a des cotisations patronales, il y a du chômage, il y a de la retraite. Là, vous avez des gens qui défilent pour les 64 ans, et on est en train de parler d'une technologie qui, à terme, risque de créer un taux de chômage abyssal, le temps de pallier aux nouveaux emplois, parce que tu disais très justement qu'on va créer des nouveaux emplois, on va apprendre à prompter, tout ça, oui, certes, mais l'évolution de l'IA est tellement exponentielle que le risque, c'est de créer un moment très difficile d'un point de vue social, avec un taux de chômage qui explose, et là, ce qui est amusant d'une certaine manière, c'est que la voix, c'est vraiment le haut de l'iceberg, si vous voulez. Ça commence par nous et la musique. Mais en fait, cette problématique dont on est en train de parler va toucher tout le secteur tertiaire. Donc la question, c'est l'accompagnement et légiférer pour que ça ne devienne pas n'importe quoi. Voilà. Ok. Donc on voit bien les risques, on va dire, pour ne pas parler de danger, mais les risques que peuvent générer les IA génératives. Mais en même temps, ça peut être quand même super tentant pour un éditeur qui a envie de développer un catalogue de livres audio, quand on sait qu'aujourd'hui, en utilisant, alors je me fais l'avocat du diable, hein, c'est le but, mais en utilisant des voix de type ce qu'on a entendu tout à l'heure, peuvent produire un catalogue assez vaste, premièrement rapidement, et deuxièmement à moindre coût. C'est-à-dire, quand je dis à moindre coût, c'est moins 50 ou moins 70% du prix d'un livre audio. Donc on est vraiment dans un état de réflexion économique. Alors il y a le business plan, il y a tout ce qu'on veut, mais prenons l'exemple d'un petit éditeur indépendant qui a un catalogue qui se prêterait à la création de livres audio. C'est un véritable dilemme. Qu'est-ce qu'il fait économiquement? Comment on fait? Quelle est votre position? Étienne, vous avez un peu l'habitude, beaucoup de l'édition déjà. Qu'est-ce qu'on fait quand on est éditeur, d'après vous, par rapport à ça? Est-ce que c'est un dilemme? Est-ce qu'on se dit « Ah non, 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 moi je veux absolument être dans de la voix humaine, mais je ne peux pas payer pour autant, etc. » Enfin, on fait quoi? En fait, moi je vois, il y a deux solutions. Alors, il y a un truc là, alors moi pareil, je fais une translation vers l'illustration, c'est exactement la même problématique. Là, ce dont vous parliez, c'est la copie d'une voix qui existe déjà. Mais ce qui se passe dans la génération interactive, génération artificielle, ce qui est intéressant, c'est le mélange de styles. C'est-à-dire que c'est pas intéressant de faire du faux Picasso. On se moque. Faire pareil, une fausse photo. Moi, je l'ai fait, j'ai fait Macron qui me des poubelles sur Twitter, c'est toujours super rigolo, mais c'est pour la blague. Voilà. Et non, parce qu'il y a des gens qui ont cru que c'était vrai, pourtant j'avais 10 000 journées et tout, moi j'ai fait voilà, doucement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce mélange de styles qui va créer des nouveaux styles. C'est ça. Et les IA fonctionnent
comme nous. Alors, ce n'est pas un cerveau humain, mais elle fonctionne par un espace sémantique lié au langage. C'est-à-dire que tous les domaines qui ont un langage développé dans leur domaine, les IA sont capables de le faire. Par exemple, moi j'ai travaillé avec des parfumeurs et des designers sonores. Une IA n'est pas capable de faire du design sonore. Pourquoi? Parce que un designer sonore m'a demandé, vas-y, décris-moi le bruit d'un moteur. J'avais 3 mois mon vocabulaire. Il m'a dit, voilà, en fait, les IA ne sont pas capables de faire du design sonore parce qu'on n'a pas mis une normalisation, on n'est pas d'accord entre nous pour décrire. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal dans les bibliothèques de design sonore pour arriver à trouver le bruit d'un moteur exactement, du mobilier. Et le parfum, c'est pareil. Chaque parfumeur a son propre langage, et donc les IA n'ont pas réussi à modéliser tout ça. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Par contre, ce qui est intéressant en illustration dans ce genre de choses, ou pareil dans les voix ou dans le son, c'est de mélanger. C'est ça qui est intéressant, c'est de faire de la création avec. Parce que si c'est faire que de la copie, en fait, oui, il y en a qui vont le faire, mais c'est pas intéressant. En plus, au niveau éthique, c'est pas vraiment très, très pertinent. Non, mais voilà, ça peut être du plagiat, puisqu'on arrive très vite à du plagiat. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'aller un peu plus loin, dire, voilà, si je mélange ça et ça, c'est comme une recette de cuisine. Et donc, justement, sur le catalogue audio, on peut dire, oui, là, tout d'un coup, mais il va y avoir une direction artistique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens derrière, il n'y a pas que le comédien, par exemple, mais il y a souvent un directeur, enfin, quoique de moins en moins. Moi, j'ai fait là les livres audio sur lesquels j'ai travaillé, les comédiens sont ceux qui ont l'habitude, par exemple, qui travaillent pour Audible, ont du recul par rapport à leur travail, sont même ingénieurs du son, c'est fou. Ils devraient être payés pour ça. Exactement, non, mais ils cumulent. Moi j'étais étonné, moi j'ai fait ça il y a 15 ans, j'ai vu que c'était plus du tout le même nombre de personnes. Ça, tout d'un coup, c'est comme les journalistes, ils étaient 4 ou 5 avant, tout d'un coup, il y a un mec tout seul avec son iPhone et son micro. Bref, donc on arrive à une. Mais ce qui est intéressant après, c'est de donner une direction. Et après, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 2 choses. C'est soit on va avoir alors ce qu'un ami disait, des faiseurs, c'est-à-dire que c'est du catalogue bas de gamme, et c'est assumé, c'est du McDo. Voilà, McDo, voilà, ça marche en fait. Le McDo n'a pas tué les grands restaurants. Mais il faut l'assumer, ce que vous disiez, moi je suis 100% d'accord, il faut le savoir. Alors moi j'inverserai, c'est-à-dire que je dirais quand c'est une voix réelle. Je ferai un watermark. Voilà. Qualité humaine. Qualité humaine. Non, mais vraiment, voilà, ça c'est. Non, mais alors, pour les images, moi toutes les images maintenant que vous voyez sur Twitter, par défaut, ça n'existe pas. C'est un peu ce qu'on fait aussi. Voilà, non mais voilà, c'était ça, c'est faux. Par contre, il va falloir. Alors là, justement, ça c'est la blockchain ou n'importe quelle technologie qui sont Y. Là, par exemple, l'Europe doit vraiment se bouger là-dessus pour nous faire une sorte de validation. Ça, c'est une image optique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment. Pareil pour le son, toujours pareil d'un journaliste qui était là à ce moment, qui a pris la photo, et donc cette image est validée optiquement par une techno X ou Y, et sinon par défaut, comme les images qu'on voit dans les magazines de mode et tout, elles sont toutes retouchées. Maintenant c'est marqué, mais en fait elles sont vraiment 100% retouchées. Donc c'est ça, je pense qu'il va se dissocier de plus en plus le côté haut de gamme, justement, fait par des humains. Et justement, par exemple, je sais pas, moi je vois mes étudiants en art, ils sont en ce moment, pour tout vous dire, ils font beaucoup de céramique. Le gros trip, c'est la céramique, avec des gros fours, avec des trucs qui font mal aux mains, vous voyez, des trucs dangereux même, vous voyez, et parce qu'ils sont nés avec le numérique. Donc le numérique, voilà, c'est quelque chose de consommation X ou Y, et ils adorent la risographie, la sérigraphie et la céramique, des choses vraiment artisanales. Voilà. Et donc tout d'un coup, je pense, je ne suis pas devin, mais je pense que plus les IA vont arriver, plus soit la voix humaine, le théâtre par exemple, moi j'adore les concerts. Honnêtement, moi j'écoute Spotify, mais ça n'a pas de valeur. Par contre, moi ce qui a de la valeur, c'est quand je vois mon artiste préféré en concert en live. D'ailleurs, je crois que les musiciens, actuellement, moi j'ai un copain musicien qui disait qu'il gagne plus d'argent lors de ses tournées, bon, c'est plus fatigant, que via ses disques. Voilà. Mais d'ailleurs, il trouve ça, pour tout vous dire, c'est pas Julien, c'est plus valorisant, parce que lui, il a un problème avec les droits d'auteur. Bon, c'est autre chose qui dit les droits d'auteur, j'ai l'impression de ne pas travailler. Voilà, j'ai vendu mon disque, voilà, j'ai travaillé avant. Voilà. Non, mais en tout cas, voilà, c'était rigolo cette discussion. On dit, oh, moi, ce que j'aime, c'est les concerts en live. Voilà, et d'ailleurs, je gagne ma vie comme ça. Voilà. Et le public est d'autant plus. Tout d'un coup, vous avez quelque chose d'unique que vous allez vivre. Donc, je pense que le théâtre, par exemple, a de beaux jours. Voilà, le côté. Par contre, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir une grosse dissociation entre le tout venant, et ça, on ne pourra pas, ce que vous disiez, on ne pourra pas pouvoir faire contre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une vague, et je ne sais pas si c'est 20% ou 80% des productions dans tous les domaines qui vont pouvoir être automatisées par des IA. Voilà, je ne suis pas devin. Par contre, les 20% qui vont rester vont avoir d'autant plus de valeur. Voilà. Ça, je suis très optimiste dans ce cas-là. Là, je parle pareil dans l'image. Je pense qu'une aquarelle faite à la main va d'autant avoir plus de valeur dans 10 ans que quelqu'un qui fait un travail extraordinaire avec une IA, parce que tout d'un coup, et moi le premier, je suis vraiment déçu là-dessus, enfin déçu, c'est comme ça, un ami me disait ça, le côté héroïque de l'image disparaît. C'est-à-dire qu'il y a certaines images, quand vous les voyez, quand vous savez que ça a été fait à la main,
point par point, un mur entier, un truc comme ça, même si esthétiquement elle ne vous plaît pas, vous êtes impressionné. Là, maintenant, c'est fini. C'est-à-dire qu'on va perdre notre naïveté. Ça va être pareil pour la voix. C'est pareil quand on entend quelque chose, quand on voit quelque chose, même au cinéma, la plupart du temps, on voit, mais ça c'est fait en 3D. Voilà. Il y a un côté sur les cascadeurs, par exemple. Et je pense que les cascadeurs, d'ailleurs, on revient à des cascades réelles actuellement, même dans les gros films américains. Donc je pense qu'il va y avoir une dissociation comme ça. Par contre, il faut, comme vous disiez, prévenir, en tout cas d'une manière ou d'une autre, dire voilà, c'est comme dans un restaurant, vous allez payer 50 €, je ne sais pas quoi ça, l'autre 5 €, ben vous savez pourquoi. Ça, mais je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de travaux, en tout cas moi je travaille là-dessus, là, par exemple le projet Orange, c'est un vrai dialogue avec une IA. C'est un travail qui est à la fois humain et à la fois numérique, on va dire, ou fait par une IA. Et de toute façon, c'est toujours un humain qui va le choisir. C'est lui qui va voir, c'est moi qui décide si je publie ou pas cette image. C'est pas l'IA qui va publier automatiquement. Donc je vous coupe parce que d'abord le temps avance beaucoup. Donc un éditeur aujourd'hui qui se dit je mets mon cœur sur une balance, je propose 40 titres en audio avec une IA. Vous, votre conseil et votre avis, c'est je le dis d'emblée et en tant qu'éditeur, je m'attache à être le plus honnête possible avec le lecteur final, c'est ça? Si je résume rapidement, parce que j'ai plein de questions après. Si je travaille avec un comédien, je mets sa tête, je le montre, enfin, oui, je le mets en avant, justement. Okay. Voilà, et je ne mets pas Squeezie ou Kev Adams, vous voyez, quand je suis non, mais je trouve que c'est une catastrophe. Ils m'ont dit, j'ai un fils de 14 ans et l'autre de 20 ans, ils ont compris que les dessins animés des années 90, par exemple, étaient de meilleure qualité en doublage, pour eux, pas ceux des années 80, 90-2000, parce que maintenant, en fait, on ne prend pas des comédiens, on prend des stars de YouTube. Voilà. Et ils l'ont perçu, c'est marrant, à l'oreille. Ils m'ont dit, ah mais c'est vachement bien ce dessin animé, la voix elle est géniale et tout. Je dis, bah oui, c'est un vrai comédien qui est derrière. Voilà. Et donc là, par exemple, là, je pense que là, maintenant, sur un catalogue audio XY, je mettrais en avant la tête, le visage, ou même vraiment quand il s'enregistre, mais vraiment le mettre en avant, dire, regardez, le travail d'un comédien, pourquoi, comment expliquer, et pas le mettre, voilà. Stéphane, très rapidement là-dessus. Juste pour te répondre, moi je dirais oui, mais surtout ils vont pas avoir le choix. Parce que de toute façon, ça va arriver. Tu prenais l'exemple de Trump et de Biden, des merdes vont arriver. C'est clair. Ah oui. Je vous le dis, on a une élection dans 4 ans, on va entendre des trucs terribles. On va avoir des problèmes. Je veux dire, les services secrets travaillent déjà sur le sujet. Le deepfake, c'est un vrai truc. Il va y avoir des deepfakes sonores. Et à un moment donné, les autorités vont dire on doit tracer. On peut compter sur Trump sur ce sujet-là. Donc non seulement ils vont dire, mais en plus, le mensonge paye, mais mal. Dans le livre audio, ça va mal payer d'une certaine manière. Je ne vois pas du tout. Alors moi, c'est mon avis très personnel. Je comprends tout à fait la logique. Je suis aussi producteur de films, donc je peux comprendre la logique économique et la logique de marge. Mais quel intérêt dans un livre audio? Aucun, absolument aucun. Peut-être les podcasts Ikea, peut-être une voix de voiture, c'est déshumanisé. Mais à partir du moment, enfin, on ne va pas avoir une voix synthétique pour lire Flaubert. Ok. Alors, j'ai une autre question, c'est qu'on a vu, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, que Google a proposé aux éditeurs français d'utiliser son IA pour créer un catalogue de livres audio, et ils promettent un reversement de 52%, je crois, des revenus générés. Et la possibilité, évidemment, de proposer sur d'autres plateformes, donc de ne pas avoir l'exclusivité. Est-ce que c'est pactisé avec le diable de faire des choses comme ça? Ouais, Michel. C'est important. Dès qu'on parle de diable, c'est pour moi. C'est vrai. C'est vrai, je sais pas comment je vais. Je suis hyper sensible à ça. Non, mais moi, je pense que ça rejoint vraiment la question de la précédente. C'est exactement la réponse d'une certaine manière. C'est-à-dire, oui, il y a des fonds de catalogue qui peuvent être faits à toute vitesse, mais le job de l'éditeur, c'est un job de valorisation d'une certaine manière. Donc, globalement, oui, vous pouvez faire. Mais en fait, la question de Google, c'est qu'ils vendaient ça comme une forme d'accessibilité. C'est-à-dire de dire, en fait, on fait travailler l'IA sur vos textes parce que ça permet d'avoir une accessibilité. Donc, ça va être mis dans le rapport RSE de Google en disant, ah, on va travailler pour les handicapés, c'est clair, c'est cool. Enfin, pour les gens malvoyants. Donc ça, c'est super. Mais en fait, le sujet de la qualité, c'est la qualité du son ce matin, ou la qualité globalement de la production, c'est un enjeu majeur. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans avec
avec Cécile au jury du Dépend, et des fois, vous aviez envie de vous tuer quand vous écoutiez les livres audio. Enfin, je le dis honnêtement. Pourquoi? Parce que c'était ni fait ni à faire, c'est-à-dire c'était produit, va vite, pas produit, il n'y avait pas de direction artistique, il n'y avait pas de direction d'acteur, il n'y avait rien. La réalité, c'est que... Et c'était pas des IA. Et c'était pas des IA. Et c'était absolument pas des IA. Je ne donnerai pas des noms, parce que les noms d'acteurs qui m'ont fait des travaux, enfin des travaux vraiment de pas grande qualité. Mais probablement, le livre qui m'a le plus marqué, de toute mon expérience, c'était 24 heures de la vie d'une femme, lu par Marie-Christine Barrault. Alors, vous allez me dire, garçon, t'es pas captivé, ça t'aurait dû le... Mais sauf qu'en fait, il y avait un truc qui était extrêmement fort, parce que Marie-Christine Barrault, lisant ce texte, alors qu'elle devait avoir 65, 70 à peu près quand elle a fait le texte, c'était d'une modernité absolue. Et ça, je veux bien qu'on me raconte plein de choses sur la capacité de Google à lire le texte. Je pense que la version de 24 heures de la vie d'une femme lue par l'AI de Google ne doit pas avoir la même valeur que la version faite par Marie-Christine Barrault. À tel point que je suis allé la voir à la remise de prix pour lui dire « Écoutez, vous m'avez bouleversé. Je ne suis pas un garçon sensible, si un peu, parce que quand on me prend pour le diable. Mais globalement, c'est probablement un des textes qui m'a le plus bouleversé. Mais vraiment. Mais c'est parce que c'est une expérience unique dans la relation émotionnelle à la lecture. Et ça, moi, là où je suis rassuré, c'est qu'en ayant fait quelques séances de prise de voix dans ma vie, les seules fois où j'ai ressenti ça, c'est vraiment dans une relation humaine. Et que même si on améliore les choses, même si on est beaucoup plus intelligent, le sens commun, ou du moins ce que moi je l'appelle le supplément d'âme, on n'est pas prêt de le retrouver tout de suite. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me rassure, et c'est là-dessus où je voudrais vous dire, c'est votre travail aussi, d'éditeur, de conserver ça. Et c'est ce qui donnera de la valeur au livre audio. C'est ce qui fera que moi, je serai encore bouleversé sur des très beaux textes. Voilà. J'ai envie de rajouter une chose. Moi, j'ai choisi d'être comédien parce que j'ai eu un choc un jour en allant au Théâtre National de Strasbourg. Un choc électrique, quoi. J'ai foutu les doigts dans la porte. Je pense qu'on ne choisit pas d'être éditeur simplement parce qu'on a un peu de carrière après avoir fait prépa HEC. Je pense qu'il y a un supplément d'âme aussi dans ce métier. On ne choisit pas de transmettre du savoir humain, de l'écriture, de toucher un large public, parce que c'est quand même l'histoire du livre audio, de toucher un large public, de faire venir des gens à la littérature qui autrement ne viendraient peut-être pas à la littérature. Donc cette part d'humanité, je parie dessus, j'espère qu'on peut tous parier dessus de la part des éditeurs, malgré les problématiques économiques réelles et la pression des entreprises américaines, parce que là on parle des entreprises américaines aussi. Pareil, où vont aller les droits moi j'ai un grand truc, c'est le plan Marshall, quoi. On est un peu dans un plan Marshall numérique, c'est-à-dire que est-ce qu'on va céder notre culture comme ça, toujours à tout va, aux plateformes numériques, sans avoir un contrôle dessus, faire tout et n'importe quoi. Non, je veux dire, à un moment donné, on est aussi en droit de dire, bah non, ça, on n'en veut pas. Alors que, par exemple, le text-to-speech, par exemple, quand vous allez sur le site du Figaro, vous écoutez un article, vous entendez une voix numérisée, moi ça ne me gêne pas, ça me va. C'est de l'informatif, rapide, j'ai pas de souci avec ça. Mais tout ce qui sort de l'esprit, tout ce qui est dans la transmission littéraire et artistique, je pense qu'il est de notre responsabilité et de la responsabilité des éditeurs de rester connectés à ce qui fait leur valeur ajoutée professionnelle et humaine. Je voudrais juste préciser une dernière chose hyper importante, c'est il y a une réflexion on sait que c'est le plus facile à couper finalement ce coup-là. Le coup de l'acteur, c'est le plus facile. C'est un problème que moi j'ai eu souvent en production et en post-production chez M6, parce que globalement, je considérais que c'était ce qui avait probablement le plus de valeur dans la promo. Ou même le montage, le temps de passer au montage et tout ça. Dans la réflexion que vous devez avoir, c'est probablement de reprendre vos workflows et de voir comment économiquement, il y a des choses qui peuvent évoluer. C'est-à-dire là où on peut faire des économies différentes. La facilité, elle est de dire je coupe là où c'est le plus cher, là où j'ai des charges sociales, là où peut-être qu'il faut réfléchir sur la façon dont on peut industrialiser les process et se poser des questions de revoir complètement le workflow de production plutôt que de se dire là où il y a une vraie valeur, on fait disparaître. La vraie valeur du livre audio, c'est l'humain.
La vraie valeur, c'est la lecture, c'est la capacité à faire en sorte que ce texte soit beau. Et à un moment donné, si vous coupez là, on coupe là où c'est la vraie valeur. C'est un combat que moi je mène pour avoir travaillé en agence depuis des années, de ce que je disais à Stéphane tout à l'heure, c'est cette capacité à ce qu'on conserve la valeur de l'idée, la valeur de l'artistique, parce que c'est ce qui fait la différence. Si on coupe là, et évidemment, dans tous les process de production qu'on a, tout le monde arrive en disant « Bah ouais, le graphiste, finalement, ça vaut 200 balles. Enfin, ouais, c'est pas grave, on va le prendre à 200 balles. Oh, on va le négocier à 180. » Ouais, mais en fait, la réalité, c'est que le graphiste, vous en avez sur le marché, des gens qui veulent 180 €. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas la même valeur que quelqu'un qui a de l'expérience et du vécu et de l'expérience. Et ça, moi, en tout cas, c'est un combat que j'ai envie de mener, c'est de se dire peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur la capacité à modifier sensiblement le workflow, avec des technologies, d'ailleurs, qui peuvent être de l'IA, d'ailleurs, dans l'optimisation des flux, d'enregistrement, dans les process, mais pas sur la valeur de l'être humain. Ok. L'Italie a récemment interdit ChatGPT, donc comment vous réagissez à ce genre? Ça a été assez drastique. C'est une question compliquée parce que l'Italie a interdit ChatGPT notamment par l'arrivée de Meloni au pouvoir, donc c'est des questions de souveraineté. Voilà. Donc c'est difficile de dire que c'est génial. En même temps, ça se comprend. Pour des questions de souveraineté. On est pas mal d'acteurs au niveau européen à demander un moratoire, le temps d'eux, pas sûr qu'on obtiendra. Voilà, je veux dire, interdire ChatGPT, c'est de la politique en fait, c'est un marqueur très fort pour Meloni qui lui permet de dire je sauve l'industrie italienne face au monde, face aux entreprises mondialisées. Mais ce n'est pas ce qui arrêtera l'intelligence artificielle. Moi, je préfère partir du principe d'accompagner, d'aider les politiques, d'amener les items, parce qu'il faut quand même que vous sachiez, alors ça c'est vachement intéressant, avec l'association Les Voix, c'est pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, donc nous on se positionne en intelligence artistique, c'est notre punchline. Avec l'association Les Voix, donc on travaille depuis maintenant 2 mois et demi, 3 mois à fond sur le sujet. Je n'ai toujours lu aucun tweet d'aucun homme politique sur le sujet. Rien. Tout à fait. Zéro, nada. Et pourtant, il y a des responsables politiques qui sont très concernés. J'en aimerais qu'un seul. Manuel Bompard, par exemple, le patron de la FIT, ingénieur IA. C'est son métier. Il a même créé une IA environnementale. Donc le sujet n'est pas repris par le politique. Malheureusement, on va devoir attendre le choc, un immense deepfake, la fin de l'année pour que tout le monde s'en empare en vitesse, avant la signature de l'IA. C'est pour ça que nous, on est en train de travailler jour et nuit sur ces sujets pour amener des items et pour amener des propositions. Ok. Alors, oui. Juste comme ça, il nous reste 3 minutes. Hein. Le seul parti qui s'est positionné, c'est le RN, puisque ça fait peur. On est voilà. Comme l'Italie. Et juste l'Italie aussi, ce qu'ils sont aperçus, mais c'est partout dans le monde, et c'est arrivé à Samsung, Coder, dans le ChatGPT, là où il est très fort, vous mettez un gros fichier PDF, vous dites tu me fais un résumé de 4 pages sur un truc de 500 pages, ben, en fait, il y a des très hauts responsables qui se sont amusés à mettre la sécurité nucléaire, la sécurité, tout ce que vous voulez, dans le ChatGPT. Les serveurs sont aux États-Unis, c'est-à-dire que les Américains ont le droit d'aller chercher ce qu'ils veulent, et j'ai bien vu même avec un juriste, dans les CGV. Ouais, les CGV, il y a marqué, normalement, on ne regarde pas ce que vous faites, ça veut dire qu'on regarde. Oui. Voilà. Et donc tout d'un coup, l'Italie a fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, mais ça, c'est pas un problème de l'IA, c'est un problème d'éducation. Facebook, c'est pareil. Si je commence à raconter des trucs sur Facebook, ben, je sais que c'est public et que qui s'intéresse, c'est pas très grave moi à mon niveau. Mais voilà, c'est plutôt un problème d'éducation, c'est ce qu'on disait pareil pour la qualité, c'est d'éducation, d'œil, de son, de culture en général. Et là, c'est la même chose avec les liens. Et pareil pour les politiques, moi aussi je suis ultra étonné. Alors un journaliste m'a dit c'est simple, ça va pour l'instant, avec les retraites, on ne va pas en rajouter. Mais c'est presque plus urgent que les retraites. Mais bien sûr, c'est voilà, c'est pour ça que moi je suis très étonné. C'est même pas pour ou contre, c'est comment on va gérer cette vague qui nous arrive dessus sur ça, c'est comment on le gère. Il faut trouver des solutions, et pareil, juste pour finir, les IA, le gros truc ultra important, c'est qu'il faut absolument que ces IA, vous voyez, moi je suis plutôt positif là-dessus,
mais que leurs algorithmes et le corpus dans lequel ils ont été entraînés soient traçables ou détectables. C'est-à-dire que je veux savoir pourquoi, quand dans Midjourney, quand je dis montre-moi la plus belle fille du monde, c'est une femme blanche blonde. Je veux savoir pourquoi. RGPD. Voilà, on ne peut pas le savoir. Et c'est de pire en pire. Alors, Stable Diffusion, heureusement, il y a plein d'IA actuellement, surtout Stable Diffusion, sont en open source. Donc il y a des milliers, des centaines de milliers de développeurs qui travaillent dessus. Et tout est libre et on peut voir ce qui se passe. Par contre, la plus importante, c'est OpenAI, qui avant, comme son nom l'indique, était open. Et depuis 2 ans, ils ont fait des hors de questions. C'est un secret militaire, on ne veut rien savoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très très dur, vous savez, les détecteurs, de savoir si c'est une image réelle ou pas, ou si c'est un texte fait ou pas. Si c'est fait par un logiciel d'open source, on peut le savoir parce qu'on peut faire du rétro-engineering et on connaît en gros les patterns. Dans ChatGPT, on ne peut pas savoir parce qu'on ne connaît pas l'algorithme. C'est ça le gros problème. C'est qu'on veut ouvrir. Et la manière dont c'est codé, c'est une manière de voir le monde. C'est-à-dire que, pareil, faites un essai sur Midjourney, ou Dali, c'est le pire, c'est le mec de ChatGPT. Avec des étudiants, on dit montre-moi un terroriste. 100% de 1000 exemplaires, c'est un homme de type arabe barbu. Voilà. 100%. Moi, j'ai toujours eu ça. Voilà. Et voilà, c'est des pieds. Et pareil, si vous, voilà, et c'est extrêmement problématique parce qu'on ne peut pas savoir comment c'est arrivé. Voilà. C'est ça le gros point. Enfin, pour moi, c'est ça le gros problème. Je vous enflamme les yeux. Là où tu as raison, c'est que c'est une vision du monde. C'est ça. Oui, c'est une vision du monde. C'est une vision du monde et c'est une manipulation des esprits. Oui, enfin, c'est une vision du monde. C'est une vision du monde, quoi. C'est une vision du monde états-unien, pour l'instant. États-unienne et chinoise. Alors, je vais poser ma dernière question, parce que j'en ai quand même tapé deux. Hein. Donc, voilà. Mais la dernière, en fait, est-ce qu'on imagine que d'ici, 5-10 ans maximum, les voix seront clonées, c'est-à-dire que, par exemple, un comédien, dont ça a été le métier, va léguer sa voix dans le futur. Est-ce que les ayants droit pourront donner leur accord sur l'utilisation de la voix pour une pub, pour un livre audio, est-ce qu'on peut imaginer des choses comme ça? Alors, un comédien dont je tairai le nom, qui est très connu dans le doublage, a eu cette demande il y a 2 semaines. Je sais. C'est pour ça que je pose la question, mais je ne voulais pas demander. Mais c'est pour l'assistance, oui. Voilà. Donc oui, la réponse est oui, c'est juste évident. Certains vont accepter parce que survivre, voilà, l'ego, merci, je ne voulais pas dire. Voilà. Là, ça va être la question du droit, la question du contrat, la question du droit voisin, et toujours la traçabilité, toujours le RGPD, c'est toujours la même question. Et des voix vont être clonées, oui, bien sûr. Et est-ce que la voix va être considérée comme un produit dérivé à terme? Le diable? C'est toi la Non, moi, je sais pas. Je dis petit diable ni ange, mais juste le mot de la fin. Aucune idée sur ce. D'accord. Oh, désolé. Non, là-dessus, je ne suis pas compétent. Ok, mais on est quand même sur quelque chose de potentiellement, déjà techniquement clonable. On est d'accord. Le numérique, c'est la base. Ouais. Bien sûr, de fait, ça a déjà été fait. Là, il y a une entreprise en ce moment italienne qui est en train de pomper plein de voix de comédiens et qui les stocke. Je ne sais pas ce que ces gens, ce que ces voix vont devenir, ce que vous allez entendre, parce que, bien sûr, les clones sont prêts. Ok. Donc, comme vous le voyez, on a essayé de tenir notre promesse tout en vous disant dès le début qu'on ne pourrait pas répondre à toutes les questions parce qu'on ne les a pas. Mais en tous les cas, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous a éclairé. Et je voudrais qu'on remercie nos invités en les applaudissant. Non, mais moi j'allais juste te dire que je pense qu'on aura encore beaucoup à dire l'année prochaine, donc on poursuivra de toute façon ces échanges et j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles à annoncer, non? C'est bon. J'espère. Bon, voilà. On va juste prendre, si vous voulez, 2 questions, parce qu'on est très pris par le temps, et vous essayez d'y répondre de manière synthétique. Très synthétique. Alors, d'abord, merci pour le débat très très intéressant. J'entends toutes les pistes, c'est magnifique ce que vous avez dit. Ça permet de clarifier la situation. Je ferai un parallèle aussi avec ce qui se passe depuis 2-3 ans aussi dans le secteur, c'est qu'on passe de l'artisanat à l'industrie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le livre audio, et encore heureusement beaucoup, ça reste un processus
artistique et même artisanal, avec une réflexion sur le type de voix qu'on va choisir, pour quel livre, etc. C'est ce qui me semble important. Mais on a vu une tendance ces dernières années, et ce n'est pas tellement le problème des éditeurs, je dirais que c'est plutôt le problème vient des grosses plateformes de téléchargement, de déployer des plateaux d'enregistrement où les comédiens sont payés au SMIC à l'année pour dire n'importe quoi, sans direction artistique, et comme des fermes d'élevage industriel, quoi. Je veux dire, c'est la tendance et c'est le basculement vers l'industrialisation du secteur. Et je pense que l'utilisation de la voix artificielle ne sera pas tellement le fait des éditeurs de livres audio, mais plutôt des plateformes qui vont racheter des fonds de catalogue et vont produire. Voilà. Alors j'avais quand même une question, voilà, plutôt que de compléter votre propos, c'est qu'en est-il justement des plateformes de téléchargement? J'ai cru entendre, et peut-être c'est des rumeurs, que jusqu'à présent, Audible refusait les enregistrements faits par voix artificielle. Est-ce vrai? Spotify en tout cas. Spotify hier a enlevé, je ne sais plus combien, 17 000 morceaux générés par des IA. Okay. Donc Spotify se positionne comme ça. Après, là, Audible, je sais pas. Audible aussi, pour l'instant, mais on suppose qu'ils sont en train de préparer leur propre truc, donc c'est pour ça qu'ils veulent bloquer. Mais dans l'absolu, oui. Donc pour l'instant, c'est quand même, ça bloque, ça freine au niveau des... Tout à fait. Tout comme les livres générés par IA, les livres numériques ou même papier générés par IA, il y en a à foison, notamment sur le site Amazon US, où Amazon est en train d'essayer de les détecter, parce qu'eux non plus n'ont pas vraiment de système pour, et de les éjecter au fur et à mesure. Merci. Et une ultime question, et après on poursuivra les échanges. Hein? C'est pour un peu conclure et revenir à ce qu'on disait ce matin sur l'apprentissage, parce que là on a toute une assemblée cadra, quinca, avec des enfants. Là vous vous adressez à nous, vous parliez de vos enfants tout à l'heure, qui faisaient la différence entre, ou même de vos étudiants, la céramique et tout ça. Et on revient aussi au discours, la culture du pauvre et la culture du riche. Un gamin, moi mes enfants, quand je leur dis la voix synthétique, livre audio, ils sont hilars. Et pourtant c'est des 21 et 16 ans, et c'est des enfants qui baignent dans un niveau culturel sûr, riche. Donc il va y avoir aussi, c'est notre responsabilité aussi, que d'intervenir auprès des publics à qui on ne donne pas les moyens de faire la différence. On se tutoie, je crois, on a déjà travaillé ensemble, il me semble. Tu dis que tu as eu un choc émotionnel. Il n'y a pas beaucoup de jeunes en ce moment qui peuvent l'avoir, le choc émotionnel. Il n'y en a pas beaucoup, il faut qu'on réfléchisse à ça. Dans certains milieux, ça n'existe plus, le choc émotionnel. Tu as absolument raison. Tu vois, tout à l'heure, j'étais dans la salle du haut là, pour écouter l'intervention de... Bon, voilà, merci. Et ce qui m'a frappé, c'est l'émotion, et notamment sur l'addiction. Bon, moi je suis acteur à la base de théâtre, donc je suis sensible à ça, mais le fait de cette dame qui est sans doute comédienne, qui ouvrait ses phrases, qui césurait, ça, une IA ne peut pas le faire. Parce que c'était dans l'instant. Et ça m'a créé une émotion. Ce que l'IA ne fera jamais, dans rien, en fait. Sauf parce qu'il faudrait lui demander de prompter à quasiment à chaque mot un type d'émotion. Enfin, ne fera jamais, il ne faut pas dire ça, parce qu'on ne sait pas. Non, ne fera pas tout de suite. Voilà. Mais le danger, effectivement, si ce ne sont plus des humains, c'est que je pense qu'on va avoir des problèmes d'ordre psy avec les gamins. Mais vraiment, on va avoir des sujets, en fait. Des sujets d'interaction, de rapport humain, de sensibilité. C'est une vraie responsabilité aussi de la part des créateurs, ça. D'en avoir conscience, je crois. Enfin, là, pareil, je vais aller très court, mais moi je pense que c'est pas vrai, parce que les IA dans le futur, enfin moi je vais dans le domaine du graphisme, les illustrateurs qui sont gros, c'est des gros hypocrites, parce qu'en fait, ils travaillent avec. Mais ça devient un outil en amont. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi je vois, j'ai des copains qui disent mon âge. Alors, je te parle de l'IA qui remplace. Oui, voilà. Non, mais c'est pour ça, je crois que le futur, c'est pas ça en fait. Ça va être plutôt un dialogue. Et par exemple, pour les illustrateurs de BD, je m'en suis aperçu, à chaque fois quand ils découvrent ça, leur choc, c'est que je vais pouvoir enfin faire des foules. Ou des villes vidéo, parce que c'est très très long. Vous voyez, à la Moebius, des trucs comme ça, très long. Donc je pense que c'est plutôt ça. La phase remplacement pur et dur, moi j'y crois pas. C'est pas intéressant.
mais je pense qu'il y a des... Ça va être ben c'est ça, les fonds de catalogue qui vont être faits automatiquement. Et pour parler de mon fils qui est dyslexique, ça va être super parce que lui, il a plein de livres qu'il ne peut pas lire parce que dans Audible, ils ne sont pas disponibles. Il dit ah, le tome 2, quand est-ce qu'il sort? Je dis ben, je ne sais pas. Voilà. Là, ça va être chouette. Et d'ailleurs, il se débrouille à prendre des PDF, il fait la lecture automatique. Et il prend moins de plaisir parce que là, il fait bien la différence, justement. Donc, mais je pense qu'il y a vraiment tout un champ énorme de possibilités, justement, d'utiliser ces outils pour ce qu'ils sont. Et voilà, c'est surtout ça. Et il va y avoir vraiment un dialogue. Mais moi, ça sera toujours un humain qui va décider. C'est pour ça, moi je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Par contre, les 2 ans qui viennent, dans tous les domaines, là vous parlez du son, moi c'est les illustrateurs, les jeunes illustrateurs, là ça va être très violent. Par contre, dans 2-3 ans, ça va revenir parce que les gens vont voir, voilà. Mais là, il va y avoir un gros choc et c'est pour ça que nos amis politiques... Je prends juste un exemple sur ChatGPT, notamment il y a eu les rédacteurs. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit tous les contenus pour le web, en fait je vais les faire par ChatGPT. Et en fait, il y a eu un retour en arrière très vite. Parce qu'ils se sont aperçus que la capacité sémantique de ChatGPT, et en particulier par rapport à ce que j'ai appelé moi tout à l'heure le ton de voix, c'est-à-dire cette capacité à avoir un langage particulier de la marque, il ne sait pas gérer. Et donc en fait, quelque part, la patte du rédacteur, ce qui faisait la différence, en tout cas, est essentiel. Et donc, il y a un retour en arrière, c'est-à-dire je peux écrire la structure et puis après le faire rewriter finalement par un rédacteur qui va donner cette tonalité. C'est ce que nous on faisait très souvent dans toutes les boîtes où j'ai travaillé. Souvent c'est des trucs qui sont tapés par les marketeurs et après on fait rewriter. Et pour revenir sur le point de l'éducation, moi je pense que c'est un sujet majeur, mais sur tous les sujets, c'est pas uniquement sur l'intelligence artificielle, c'est tous les sujets où aujourd'hui la sensibilité, en tout cas la découverte d'un certain nombre de choses autour de l'émotion doit se faire. Alors, moi je crois au miracle. Et non mais je suis un peu comme Étienne. Enfin, moi je suis un garçon positif par nature. Je suis un diable positif. Je suis un diable positif. Mais je crois au miracle et à la capacité aussi des uns et des autres à s'auto-nourrir et à s'auto-former. C'est-à-dire, là on est dans un cycle où, que ce soit sur les réseaux sociaux, où ils découvrent les filtres, les images et tout ça, on va revenir, et je crois, comme Étienne le dit, à l'essentiel. À un moment donné, on va revenir à l'essentiel. Alors, il y aura toujours ces écarts, mais l'histoire de la culture pour les riches et de la culture pour les pauvres, super, mais en fait, c'est la réalité du monde, et que pour l'instant, la qualité d'écoute d'un livre audio, si vous n'avez pas les moyens de vous payer des doses parce que vous n'avez pas les moyens, vous l'écoutez avec un truc qui vaut 10 balles et qui vient de chez Alibaba. Mais c'est tout le problème de la société, et c'est ça qu'il faut résoudre. Merci beaucoup. Pardon, Cécile, on a trop parlé.